Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler bien sûr du livre. Et aujourd'hui, nous parlerons de la déontologie et éthique de la fonction publique au Sénégal. Et donc, vous aurez compris que nous allons parler de l'administration publique et qui de mieux placé que l'auteur, Cheikh Mbagnick Ndiaye, ici présent. Bonjour Cheikh Mbagnick Ndiaye et bienvenue dans 4e de couverture. Bonjour Madame Boulay Badji. Et je vous remercie beaucoup de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Alors, donc aujourd'hui, nous parlerons de l'administration. Et vous, en tant qu'ancien gouverneur qui a eu un parcours remarquable, qui a eu à faire à avoir beaucoup de fonctions et tout, un parcours vraiment qui a en fait le bagage pour vraiment parler de l'administration publique. Alors, qu'est-ce que la fonction publique et quelles sont ses composantes? La fonction publique est, disons, l'organe juridique d'accueil, d'acclimatation et de fonctionnement de l'administration. Quand on dit fonction publique, c'est un ensemble de ministères, de directions, de services voués à la recherche et à la satisfaction des besoins d'intérêt général. C'est pourquoi il y a une sorte de spécialisation dans la fonction publique. On parle de spécialisation ministérielle. À côté des ministères régaliens, qui sont la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, qui sont relevés du domaine réservé du président de la République, il y a les ministères techniques voués au développement, que sont les ministères de l'agriculture, de la pêche. À côté de ces ministères, il y a les ministères voués à l'action sociale, que sont la santé, le ministère de la famille, etc. C'est pourquoi il y a une spécialisation ministérielle en fonction des différents besoins que peut éprouver le peuple. Le peuple a droit à l'éducation, il faut un ministère de l'éducation. Un besoin d'éducation se manifeste donc, et c'est à partir du besoin qui s'exprime qui est exprimé par le peuple que l'État crée les services publics, crée les ministères. C'est à partir de besoins ressentis et identifiés que l'État crée les services publics. Il y a maintenant des services publics qui relèvent du domaine privé, qui sont toujours d'une administration autre que l'administration de l'État. C'est celle des sociétés concessionnaires que sont la Sénélec, la SONES, la Sonatel. Il y a des besoins précis de communication. L'État crée la Sonatel et en confie la gestion à une société concessionnaire. Il y a des besoins d'alimentation en eau en permanence. L'État ne peut pas descendre dans le détail de l'alimentation familiale et autres. Il crée la SONES, qui est une société d'État concessionnaire. Il en est de même de l'électricité. Avec la Sénélec. La Sénélec. Voilà donc des administrations qui poursuivent une mission d'intérêt général, mais qui sont confiées à des organismes concessionnaires. Il y a des sociétés à capital majoritaire de l'État. Il y a des sociétés privées, mais qui gèrent des intérêts publics, des intérêts généraux de la population, qui vont dans l'éducation, la santé, etc. Il y a des administrations privées maintenant aussi,
notamment dans le secteur privé. Si vous allez dans certaines sociétés, il y a toujours des conseils d'administration qui s'occupent d'administration. Oui. Mais ça, c'est de l'administration privée, c'est différent de l'administration publique. D'accord. L'administration publique est celle qui relève du secteur de l'État, qui relève de l'autorité de l'État ou de ses démembrements, que sont les collectivités territoriales, voilà, les collectivités territoriales, qui sont des démembrements de l'État, qui s'occupent d'administration publique, qui gèrent aussi des besoins d'intérêt général, qui dirigent des services publics relevant de ce qu'on appelle la décentralisation, des services techniques, des services publics décentralisés. On les trouve à travers les conseils départementaux et les conseils municipaux. Mais c'est une administration d'État décentralisée. Il y a d'autres collectivités décentralisées qui relèvent de la décentralisation technique. Ce sont les établissements publics. À l'époque, il y avait des sociétés d'économie mixte. Mais les établissements publics, que sont les facultés, par exemple. Les facultés s'auto-administrent. Oui. Chaque faculté de l'université a son administration propre qui gère des intérêts publics dans le centre de l'éducation, mais qui est autonome du point de vue de son budget et de son mode d'administration et de gestion. Exactement. Bon, donc mais tous ces organismes-là, qu'il s'agisse des collectivités territoriales comme des établissements publics, relèvent des lois de l'État. Ils sont soumis au même contrôle de l'État par les organismes d'État que sont l'inspection générale d'État, les inspections internes des ministères et la Cour des comptes, etc. D'accord. Donc, en parcourant les livres et tout, on voit que c'est en quelque sorte un guide. Et quel est l'objectif réellement en écrivant ce livre? Quel est l'objectif visé? En parlant de guide, vous avez tout résumé. Exactement, oui. Mon objectif est d'aider les jeunes générations de fonctionnaires à identifier d'abord ce que c'est que le service public, ce que c'est que l'État, ce que c'est que l'administration. D'accord. Pour comprendre que l'administration est un outil de l'État géré par des pouvoirs politiques. L'administration est gérée par des pouvoirs politiques qui viennent à la conquête de l'État. À travers une élection, il y a un chef d'État qui est élu, qui monte un gouvernement dirigé par un chef d'équipe qu'on appelle le Premier ministre, et pour une durée de 5 ans, cette équipe politique issue du suffrage populaire est légitimement investie des pouvoirs de gestion de l'État et d'emploi de l'administration à travers son personnel, à travers les moyens de l'État qui lui sont consentis pour gérer les intérêts de la nation, poursuivre une mission d'intérêt général dans le cadre de la protection du pays, de nos frontières, dans le cadre de la protection de nos populations, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de satisfaction en besoins de santé et dans le cadre de l'alimentation correcte des populations, c'est-à-dire donc la mise à disposition des denrées alimentaires nécessaires à des prix qui sont régulés périodiquement par l'État. Alors, ceci dit, je suis venu maintenant dans le livre indiquer quelles sont les conditions, les règles, les principes qu'il faut nécessairement identifier, qui existent. Ce n'est pas moi qui les ai inventés.
Mais j'en ai fait le recensement, vous le trouverez dans certaines pages. Oui, bien sûr. Sans lesquelles toute prétention de gestion des services publics est dans l'empirisme. Tout est finalement nébuleux. Et dans l'empirisme, le tâtonnement, on finit par verser dans l'arbitraire. Alors que dans le respect de ces principes, on est sûr d'être d'abord Très équitable. Équitable, très bien. Objectif. Courtois. Surtout courtois. Surtout courtois. Dans l'accueil de la demande sociale, chaque jour, l'agent de l'État préposé à un poste administratif reçoit les usagers de l'administration. La première des choses, c'est de faire preuve d'éducation, de courtoisie, avoir le sens de l'écoute. Avoir le sens de l'écoute. Et aujourd'hui, on a l'impression que avoir un besoin par rapport au service public est beaucoup plus compliqué, plus inaccessible que dans le service privé. Eh bien, hélas, c'est parce que c'est lié à l'incompréhension de leur mission par certains agents préposés à certains emplois. Est-ce que l'État a un œil ou un suivi direct sur ces services-là? L'État a toujours un œil parce que des textes ont été bien élaborés pour contrôler l'administration. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'administration. Le contrôle de l'administration commence par le contrôle hiérarchique. Le contrôle hiérarchique, c'est le contrôle par le chef de service, sous l'autorité duquel est placé l'agent. Mais si cette autorité ignore à peu près les textes, ou bien les foule aux pieds, ou bien ne les exerce pas pour aller vaquer à d'autres affaires, et laisser de côté la déontologie, les règles, les bonnes règles, les bonnes méthodes de comportement des agents, cet autoritaire n'a pas sa place à son poste. Il faut que ceux qui sont investis d'une mission de chef de service réunissent régulièrement leurs agents pour leur rappeler les règles de déontologie, les règles de courtoisie, les règles d'abnégation surtout. D'abnégation, c'est-à-dire éviter la corruption, éviter la facilité, éviter le clientélisme, éviter les partis pris. Le népotisme. Le népotisme, népotisme, la gabégie. Il faut que tout cela fasse l'objet d'un rappel périodique par les chefs de service à leurs agents pour les amener à plus de moralité dans la gestion du service public. Et ce sont ces règles-là que j'ai recensées. Beaucoup, j'ai recensé l'ensemble des erreurs de l'administration en utilisant le procès verbal des réunions des anciens gouverneurs dont je suis le rédacteur, en utilisant aussi les recettes du PAMA, du programme d'appui à la modernisation de l'État, grâce à mon jeune frère Ibrahima Diallo, Ibrahima Baldé, qui en est le directeur. J'ai utilisé aussi les conclusions de la commission du dialogue social, du Haut Conseil du dialogue social, pour ressentir, être sûr d'avoir mis le pied dans l'ensemble des problèmes. J'ai parlé aussi de quelque chose dont vous ne soupçonnez pas l'existence. J'ai parlé de la gestion de l'ordre public par certaines autorités qui interdisent de façon intempestive les marches de l'opposition. Je dis bien de façon intempestive, parce que souvent mue par la recherche de promotion et de grade. Exactement. On cherche à faire plaisir à tel ou tel ministre, on interdit dans son secteur une réunion, une marche, alors que l'interdiction doit obéir à des critères objectifs, dont le premier est la menace réelle, l'existence d'une menace réelle sur l'ordre public, l'existence d'une menace réelle sur la sécurité publique. Mais pour montrer que cette menace est avérée, on ne peut pas se lever un jour et décréter que la menace existe. Les forces de défense et de sécurité sont là. Il faut leur faire faire une enquête
sur l'existence des menaces. Et si, selon leur rapport, les menaces sont avérées, vous interdisez sans mauvaise conscience. Mais si vous vous levez un beau matin, vous dites, écoutez, vraiment, cette réunion va déranger le ministre de l'Intérieur, j'interdis pour faire plaisir au ministre de l'Intérieur. Ou bien si, moi, il m'est arrivé de recevoir des ordres d'un ministre, j'ai refusé d'exécuter ces ordres parce que c'était des ordres illégaux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en suis sorti plus grand et plus respecté. Plus grand et plus respecté. On ne peut pas respecter la loi et se faire mal respecter. Si vous respectez la loi, vous êtes sûr d'être dans la bonne grâce du chef de l'État, d'être dans la bonne grâce des ministres qui sont de bonne foi. Mais est-ce qu'il y a... Maintenant, les ministres qui cherchent des poux aux autorités le font parce que ils sont en mauvaise position dans le secteur. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre la loi et l'État? Non, la loi est une loi de l'État. Un État édicte des lois selon deux manières. D'accord. La première manière, c'est sur initiative de l'Assemblée nationale, qui peut avoir l'initiative des lois et élaborer des lois qui s'appliquent à tout le monde, qui ont un caractère exécutoire obligatoire. La deuxième initiative de loi est du président de la République, qui peut aussi avoir l'initiative de loi. Et c'est ce qu'on appelle le projet de loi. Donc, le projet de loi, ça veut dire une loi qui n'a pas encore reçu tous les visas et tout ce qu'il faut pour être applicable, qui n'est pas encore promulguée. Tant que ce n'est pas promulgué par le chef de l'État, cette loi demeure au stade de projet. D'accord. Voilà. Voilà, donc projet de loi, c'est ça. La loi définitive, c'est celle qui est passée par tout le circuit. Si c'est à l'initiative du chef de l'État, le chef de l'État en saisit l'Assemblée nationale pour délibérer sur la loi. Quel que soit l'initiateur, si c'est le chef de l'État, c'est l'Assemblée nationale qui délibère. Si c'est l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui délibère. C'est pour être sûr que cette loi est l'expression de la volonté populaire qu'on la fasse délibérer par l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale délibère d'une loi, cette loi sort comme une volonté du peuple. Une volonté du peuple et elle s'impose à tous. Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité sont fortes quand elles appliquent la loi. Elles le font au nom du peuple. Et devant elles, tout le monde est tenu d'obéir, d'exécuter. Mais de nos jours, on voit des gens qui essaient de contester les forces de défense et de sécurité, de contester tout, en méconnaissance de cause. En contestant tout, on conteste même la volonté du peuple. C'est en méconnaissance de cause. En méconnaissance de cause, bien sûr, la plupart du temps. Et par amalgame politique. Il y a des gens qui font feu de tout bois, qui essaient d'utiliser des arguments politiques pour contrecarrer la loi. C'est illégal. C'est un instrument assez... Voilà. La loi est un instrument fondamental de l'État pour faire exercer ses prérogatives de puissance publique qui s'imposent à tout le monde. Sans exception. Sans exception. Et devant la loi, il faut obéir d'abord, même si vous pensez que vos droits sont violés, obéissez d'abord. Ensuite, essayez maintenant d'aller vous pouvoir en cassation pour la réparation du préjudice éventuel que vous aurez subi. D'accord. Voilà. D'accord. Là, j'ai très bien compris. Voilà. Donc, tout au long du livre, j'ai vu une phrase qui revenait. J'ai vu une phrase qui revenait tout le temps. Dans le livre. Oui. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Oui. Quand on est dans la fonction publique, dans l'administration publique, il faut servir l'État et ne pas se servir de l'État. Expliquez-nous cette phrase. Là, je dois vous dire que ce n'est pas de moi. D'accord. C'est la devise de l'amicale des administrateurs civils. D'accord. Les administrateurs civils devise, en tout cas. du temps de Léopold Sédar Senghor, comme du temps de Abdou Diouf,
les administrateurs civils étaient au cœur de l'État. Parce que eux, c'est l'État qu'ils ont appris. Maintenant, ça n'exclut pas peut-être l'arrivée d'autres corporations, mais c'est là que j'en profite pour faire un appel aux nouvelles autorités. Il y a des fonctions étatiques qui doivent être dévolues aux administrateurs civils. Les fonctions de secrétaire général de ministère, en particulier. Le secrétaire général de ministère est le service permanent, l'organe de référence du ministère. Quand les équipes politiques ministérielles changent, c'est le secrétaire général du ministère qui gère la continuité de l'administration du ministère. Pourquoi ne pas le confier aux administrateurs civils qui ont appris ce métier? Je ne dis pas qu'on exclut d'autres personnes. Donc, il y a eu d'autres cadres. Permettez-moi de terminer sur très importante question. Allez-y, oui. Aujourd'hui, on voit des cadres d'autres administrations techniques. Je les cite carrément. Des médecins, des enseignants, des gens venant de toutes les autres corporations techniques occuper des postes de secrétaire général. Je dis que ce n'est pas pour une bonne promotion de la gestion orthodoxe des services publics. C'est l'administrateur civil qui est formé. Il n'y a plus de technocratie ici. Technocratie, c'est un peu plus compliqué. La technocratie, c'est l'avènement des compétences. Oui. Des compétences techniques. Oui. C'est l'ensemble des médecins, l'ensemble des docteurs, des enseignants, l'ensemble des ingénieurs agronomes qui constituent la technocratie. C'est-à-dire, la compétence ici est dévolue selon le degré de qualification technique. D'accord. Oui. C'est ça qu'on appelle la technocratie. Oui. Donc, moi, je pensais au fait, par rapport au fait que ça devait être pour ceux qui ont appris l'administration et tout. Et c'est pourquoi voilà. Ceux qui n'ont appris que l'administration. Il faut de ceux qui n'ont appris que l'administration fassent l'administration. Ceux qui ont appris la médecine vont faire la médecine. Ceux qui ont appris l'enseignement vont faire l'enseignement. Mais à commencer par le ministère de l'Intérieur, arrivent aujourd'hui dans les fonctions de sous-préfet des agents techniques de l'élevage, des agents techniques de la santé, des enseignants. Et c'est pourquoi il y a le méli-mélo et c'est n'importe quoi au niveau du ministère de l'Intérieur. Là, il faut militer pour la formation d'agents, d'auxiliaires des comités d'administration à l'ENA, des comités d'administration voués à l'administration classique pour gérer les services du ministère de l'Intérieur déconcentrés, que sont les sous-préfectures. Pour les préfectures, déjà, il faut être administrateur civil. Oui. Pour les gouvernances, il y a une exception. Depuis la loi 60-015, il y a une exception qui veut que dans les régions, la loi 60-02, qui portait l'organisation de l'administration territoriale en 1960. Depuis cette loi, il est permis qu'au rang de gouverneur, au titre de gouverneur, on puisse nommer d'autres corps. D'autres corps qui ne sont pas des gouverneurs. Mais généralement, on n'a nommé que des militaires comme gouverneurs en dehors des administrateurs civils. Je connais deux grands militaires gouverneurs, le général Amadou Belali en Casamance, comme le général Amadou Ablaïdien, que Dieu ait pitié de leur âme, ont été nommés gouverneurs de région. Mais en dehors de ces deux cas, tous les gouverneurs ont été des administrateurs civils. Alors, donc, c'est heureux que ce métier du commandement territorial reste confié aux administrateurs civils. Parce que réellement, l'administrateur civil est polyvalent. Il est au cœur de l'État et de l'organisation de l'État.
C'est pourquoi notre devise est de servir l'État Et non de se servir de l'État. Se servir de l'État, c'est utiliser ses compétences pour s'enrichir, pour forcer des décisions, créer des situations qui vous soient favorables ou bien qui soient favorables à vos parents ou à votre famille et même à votre marabout. Il y en a qui utilisent des compétences pour régler des problèmes avec des marabouts. Là, c'est moins grave parce que les marabouts sont très respectueux de l'ordre hiérarchique et de l'autorité de l'État. Et ils sont aussi Parce qu'ils savent que l'autorité de l'État est investie par Dieu. Khulilahumma malikal mulk tuutil mulka man tashaa'u wa tanzil mulka man tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuzillu man tashaa'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadirun tuuliju layla fi nahri wa tuuliju nahra fi layli wa tukhrijul hayya mina al-mayyiti wa tukhrijul mayyita mina al-hayyi wa tarzuqu man tashaa'u bi khayri hisabin. C'est Dieu qui investit l'autorité, c'est Dieu qui renforce l'autorité, c'est Dieu qui affaiblit qui il veut. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et c'est Dieu qui enlève le pouvoir des mains de qui il veut. Ça, les marabouts le savent. Et c'est pourquoi ils respectent beaucoup l'autorité de l'État. Ce sont les gars qui recherchent des promotions, qui vont faire le béni oui devant des marabouts jusqu'à leur promettre des choses qui ne peuvent pas exister. Et c'est de là que l'État perd sa crédibilité. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on voit tout au long de l'émission qu'on a devant nous un homme qui a toujours utilisé ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique par rapport à sa carrière. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à conseiller à cette nouvelle génération-là? Mais, madame, ça c'est l'essentiel du livre. Oui. C'est de lire ce livre et d'aller à la partie Vadmekum. Le Vadmekum est l'ensemble des recommandations, l'ensemble des conseils que j'ai tirés de mon expérience personnelle, que j'ai tirés de la réunion des anciens gouverneurs, les conclusions de Ibrahima Baldé, directeur du PAMA, les conclusions du Haut Conseil du dialogue social. Je ne pouvais pas rater l'occasion de faire le bilan. Et j'ai fait le bilan de toutes les difficultés pour déboucher à l'ensemble des conseils qui sont utiles aux jeunes générations pour maîtriser réellement la fonction publique, c'est-à-dire le fait de vouloir servir l'État avec l'esprit étatique, l'esprit citoyen, l'engagement et le fighting spirit, c'est-à-dire l'amour du travail bien fait et la force de le faire. C'est pourquoi je remercie beaucoup mes parents de la Casamance qui ont forgé mon tempérament au point de ce que je suis aujourd'hui. J'étais un peu un très bel hommage. Une poule mouillée en allant en Casamance. Mais c'est de la Casamance chez tes parents que j'ai pu acquérir un esprit combatif. Je salue au passage mon grand frère ami Lamine Keba Sonko, qui a beaucoup contribué à me faire aimer la Casamance. Et non seulement en donnant à son fils aîné mon prénom, celle de Léopold Sédar Senghor et celle de Nelson Mandela. Le garçon s'appelle finalement Mbagnick Sédar Mandela Sonko. Je lui ai dit, mais mon grand frère chéri, qu'est-ce que vous cherchez à travers ce triple patronyme? Il dit que je veux que mon fils ait l'intelligence de Léopold Sédar Senghor, la patience de Nelson Mandela et votre fougue et courage. Très bien choisi. C'est là que j'ai pensé, donc je suis fougué, je connais la fougue. De grande valeur. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas.
Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Voilà. Et nous vous remercions en tout cas pour ces éclaircissements. On voit vraiment cet homme-là qui a toujours cultivé l'amour du travail, bien fait, et qui a servi son peuple, sa nation, son État qui est le Sénégal, et non s'en servir. Merci à vous. Servir l'État et ne pas se servir de l'État. Exactement. C'est la devise des administrateurs civils. Donc ceci est votre mot de la fin. Oui, si vous voulez bien, parce que là, je sais avoir tout dit concernant ce livre. Oui. Donc, retenez juste qu'il faut vraiment avoir ce livre, impérativement.